Il a dit que sa mère avait disparu. Quelques heures plus tard, la police a trouvé dans le jardin des restes calcinés, des os et une partie ressemblant à une colonne vertébrale humaine. Aujourd'hui, Nicholas Yates, 20 ans, est accusé du meurtre de sa mère, Cheryl. Et ce que les enquêteurs disent qu'il aurait avoué dépasse l'entendement. Nous allons examiner cette affaire avec un avocat de la défense pénale de l'Indiana. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. C'est une affaire incroyablement glaçante, parce que je veux que vous imaginiez quelqu'un appelant la police pour signaler la disparition de sa mère. Quelques heures plus tard, les enquêteurs découvrent des restes humains brûlés dans le jardin. C'est ce que les procureurs affirment s'être produit à Clinton, Indiana. Nicholas Yates, 20 ans auteur de l'appel, est désormais en garde à vue pour meurtre. Et l'affidavit dans cette affaire expose ce que la police décrit comme une sombre et tordue succession de contradictions, de mensonges et un feu dans le jardin. Tout a commencé début octobre quand Yates a signalé la disparition de sa mère, Cheryl Yates. Cependant, Maï, l'histoire reconstituée par les enquêteurs à partir de ses déclarations, témoignages et preuves matérielles est encore plus sombre. Selon l'affidavit de cause probable, Yates aurait admis avoir frappé sa mère lors d'une dispute, caché son corps dans une boîte en bois, puis passé des heures à le brûler dans un brasero dans le jardin. Le document décrit, je cite, un tas de papier fumant, des os parmi les cendres et un os, je cite, particulièrement révélateur d'une colonne vertébrale humaine. Nous allons expliquer comment les enquêteurs ont transformé un signalement de disparition en affaire de meurtre, et ce dont Yates est accusé selon lui. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'affaire commence le 5 octobre, c'est à ce moment-là que Yates a appelé les forces de l'ordre pour signaler la disparition de sa mère. L'affidavit précise que les adjoints sont arrivés au domicile du bloc 300 rue Davis à Clinton le 5 octobre 2025 vers 17h36. Le député John Hawkins du comté de Vermilion a été envoyé au 364 rue Davis à Clinton, Indiana, suite à un signalement de disparition. Ce signalement avait été lancé par Nick Yates. Selon l'affidavit, Yates a déclaré au député Hawkins qu'il avait vu sa mère Cheryl pour la dernière fois le 3 octobre et tenté de la joindre par téléphone depuis. Voilà ce qui est étrange. La police dit qu'il leur a aussi dit qu'elle avait pris tous ses vêtements, sa carte d'identité, sa carte bancaire, mais qu'elle avait laissé son sac à main, son portefeuille et son téléphone. Vous avez compris? La police dit que Yates leur a dit que Cheryl avait laissé son téléphone, mais il a aussi affirmé qu'il essayait de l'appeler. Je veux dire, pourquoi appeler un téléphone qui n'a jamais quitté la maison, non? Eh bien, lorsqu'on lui a posé la question, selon l'affidavit, je cite, Nick a expliqué que Cheryl avait pris un nouveau téléphone, mais qu'elle avait gardé le même numéro. Le shérif adjoint Hawkins a voulu voir le téléphone de Cheryl, mais Nick a dit l'avoir vendu par besoin d'argent. Ensuite, les adjoints ont demandé s'ils pouvaient entrer dans la résidence. Yates aurait déclaré devoir parler à 2 personnes invitées à emménager, précisant qu'elles devaient être informées de la situation. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait quelqu'un voulant nuire à sa mère, Gates a répondu non, affirmant qu'elle était la personne la plus gentille. Dans la maison, les adjointes ont vu que Cheryl avait pris ses médicaments le matin du 3 octobre, mais pas ensuite. Dehors, les adjoints découvrent, je cite, des papiers fumants près d'un tas de brûlage. Selon l'affidavit, Yates leur a dit qu'il avait brûlé des papiers du DCS appartenant à sa mère parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui pour avoir des informations confidentielles alors qu'elle n'était pas là. Mais lorsque les enquêteurs ont creusé plus profondément, c'est là qu'ils ont fait une découverte macabre. L'affidavit précise: nous avons trouvé des ossements dans le foyer de brûlage du jardin. La forme et l'aspect des os suggèrent qu'il pourrait s'agir d'ossements humains. Un os ressemblant à une moelle épinière humaine révélait clairement son origine humaine. Donc, après s'être fait lire ses droits, Yates a apparemment nié toute implication au début. Au fil de l'entretien, son histoire aurait alors commencé à changer. Nous y reviendrons dans un instant. Avant tout, Paul souhaite à nouveau la bienvenue à Sidebar, à l'avocat de la défense pénale de l'Indiana, André Baldwin. André, merci beaucoup pour ton temps, j'apprécie. Content de te voir, je sais. Comment aborderiez-vous une affaire où vous avez cet accusé qui signale d'abord une personne disparue, mais qui aurait ensuite donné des déclarations incohérentes à la police? Nouvelle accusation contre Yates sur la localisation de sa mère et son téléphone. Comment traiteriez-vous ce type d'affaire? Eh bien, je trouve que ces affaires, et cela peut surprendre certaines personnes, sont en réalité parmi les plus faciles à élaborer une stratégie, parce qu'au départ, on travaille avec un tas de crottes de chiens, vous voyez, et on essaie de se demander comment est-ce que je peux polir ça. Comment puis-je sortir mon client de cette situation? Et en fait, j'ai déjà eu des affaires avec des corps brûlés à plusieurs reprises. Voici ce que je ferais.
Je demanderai un procès rapide, généralement sous 70 jours en Indiana et dans la plupart des États. Vous ne voulez pas donner à l'État l'occasion de commencer à emmener les ossements là où il voudrait les étudier pour voir si ce que Nick, l'accusé, a dit est même exact. Au final, la défense ici n'est pas si compliquée. Ce n'est pas un meurtre. Ce qu'il détaille dans ses aveux, si vous voulez appeler ça comme ça, c'est qu'il s'est énervé contre sa mère et dans le feu de l'action, il l'a frappée. Et après l'avoir frappée, elle est tombée et s'est blessée. Et ce n'est pas si fou qu'une personne qui est tellement préoccupée par le fait d'être considérée comme un meurtrier, même si c'était plutôt un accident après une agression, fasse ce qu'il a fait, prenne le corps, essaie de le brûler. Je veux dire, je ne dis pas que c'est une réaction normale. Je sais, je sais. Je veux être clair, mais c'est au moins discutable devant un jury. Et vous ne voulez pas laisser au procureur trop de temps pour réfléchir, donc procès rapide. C'est une perspective intéressante. J'allais vous demander, vous savez, quand on s'occupe d'un tas de brûlage, quand on s'occupe d'ossements, quel genre de test la défense ferait-elle là-dessus? Ou diriez-vous simplement, assumons-le, d'accord? On a brûlé, point, il n'y a rien d'autre à voir. Mais vous craignez que si vous entrez dans les détails avec les analyses, vos experts, les experts de l'accusation, alors ils pourraient commencer à dire, eh bien, on peut déterminer de quel type de blessure il s'agissait. On peut peut-être déterminer une série d'événements. C'est ce que vous dites dans un spa. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'analyse. C'est ça. Maintenant, je ne connais pas l'état de ses os ou s'il y a un crâne, parce qu'on dirait qu'il essaie de prétendre que le crâne a heurté une caisse en bois ou quelque chose comme ça, et que c'est ça qui a finalement causé sa mort. Et si le crâne est là, oui, tu ne veux surtout pas leur laisser le temps de l'analyser. Et là, il pourrait dire, eh bien, son histoire ne correspond pas aux preuves que nous voyons. Entrons dans le vif du sujet. Cet affidavit détaille de façon glaçante comment les enquêteurs affirment que l'histoire de Yates s'est effondrée presque aussitôt. Après la découverte d'ossements humains par la police, Yates, informé de ses droits, a d'abord déclaré ne pas avoir vu Cheryl depuis un mois. La police affirme également que Yates leur a montré une application qui affichait la dernière localisation connue de Cheryl dans une salle de bingo, et que cela remontait au 3 octobre. Sous pression, Yates a reconnu être à la salle de bingo, utiliser le portable de sa mère, avoir dit aux adjoints être avec des amis, puis avoir vendu son téléphone à un kiosque Kroger. Gardez en tête cette version, car nous reviendrons plus tard sur la chronologie avec d'autres témoignages qui semblent contredire celui de Yates. Alors, André, pour revenir à cela, est-ce que tu acceptes immédiatement que c'est, comme tu l'as dit, un aveu? Ou quelles sont les stratégies juridiques courantes pour contester ou contextualiser ce que dit un prévenu? Et comme toi et moi le savons bien, c'est pour cela qu'un suspect ou un prévenu prend généralement un avocat et ne dit rien, parce qu'on ne veut pas avoir à tout rattraper après coup. Mais comment tu contestes ça? Oui, Jerry Spencer, l'un des avocats de la défense pénale les plus célèbres du pays, disait toujours, quand tu expliques, tu perds. Et tu dois toujours essayer de justifier ou d'expliquer ce que ton client a dit s'il a parlé. La première chose à faire est d'essayer de faire annuler ou rejeter l'aveu. Ah, il y a une petite ouverture ici en lisant l'affidavit de cause probable. Je doute que ça marche, mais si tu ne demandes pas un procès rapide, ça vaudrait la peine d'explorer cette option. Dans l'Indiana, on a ce qu'on appelle les droits de Purdle. Et ça veut dire qu'avant d'entrer chez quelqu'un, avant d'entrer dans la voiture de quelqu'un, tu dois informer la personne qu'elle n'est pas obligée de te laisser entrer chez elle. Tu n'es pas obligé de me laisser entrer dans ta voiture. Il y a 2 semaines, j'ai eu une affaire où le juge a rejeté toutes les preuves majeures pour violation de Purdle. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Si tu es en garde à vue, ils doivent te lire tes droits Purdle avant d'entrer dans la maison, et c'est là qu'ils perdent souvent. Eh bien, dans ce cas, comme tu viens de le dire, Jesse, il lui parlait et ils se sont rendus compte, la police s'est rendu compte que son histoire était incohérente. Et en fait, je dirais qu'il a commis un crime juste devant eux. Il a commis un délit en mentant à la police. Cela pourrait entraver la justice, surtout quand il a dit « Ma mère était à la salle de bingo, puis non, c'était moi ». Eh bien, il a menti. L'argument juridique de la défense serait alors « Vous savez qu'il a commis un crime, donc vous devez lui lire ses droits à ce moment-là ». Et ensuite, vous ne lui avez pas lu ses droits Miranda juste après cela. Et ensuite, vous lui avez demandé la permission d'entrer dans sa maison. Tout ce qui se passe après leur entrée, y compris l'observation du tas de brûlage, devrait être écarté. Vous pourriez suivre cette option et vous pourriez utiliser cela comme levier.
Si vous convainquez le procureur que nous allons gagner, pourquoi ne pas réduire à un homicide volontaire ou par imprudence et éviter le drame et la perte de temps d'un procès? Beaucoup de ces éléments sont de mauvaises preuves. J'ai déjà dit que les enquêteurs ont noté l'heure à laquelle ils interrogeaient Yates. À la question de la police sur d'éventuelles personnes voulant du mal à Cheryl, Yates a nié, affirmant que c'était la personne la plus gentille. Selon l'affidavit, les agents ont noté que l'usage du mot été par Yates a été vu comme un signal d'alarme. Voilà pourquoi Andrew et moi discutons des options pour la défense, car cela pourrait poser de gros problèmes pour eux. Après des heures d'interrogatoire, Yates a finalement avoué, déclarant à la police qu'il s'était disputé le 3 octobre après que Cheryl lui ait dit de partir ou qu'elle partirait. Selon l'affidavit, le shérif Mike Holcamp a interrogé Robert, le superviseur de Cheryl, qui a dit l'avoir vu quitter le travail le vendredi 3 octobre vers 14h30. Une conversation plus approfondie avec Robert a révélé que Cheryl avait son téléphone portable avec elle et qu'elle avait fait un commentaire au travail disant qu'elle allait le tuer, en parlant de Nick. Quand elle est rentrée chez elle, selon Robert, Cheryl avait dit que Nick dépensait tout son argent et que c'était elle qui payait toutes ses factures. Après cette dispute, la police affirme que Yates a expliqué en détail ce qu'il aurait fait à sa mère. Nous allons commencer par là. Mais Andrew, je reviens vers toi. Tu as ces affaires. La police rapporte qu'une dispute aurait pu déclencher le crime présumé. Comment évaluons-nous ces déclarations de collègues, d'amis ou de membres de la famille qui parlent de ce que la victime aurait pu dire sur sa relation ou de tout indice sur ce qui pourrait arriver? Tu sais, en parlant de cette dynamique familiale, je pense que ces personnes seront des témoins clés pour la défense lors du procès. Comment devons-nous les considérer? Eh bien, je pense que le je vais tuer mon fils a probablement été dit, comme les parents le disent à propos de leur enfant qui se fait arrêter ou qui sort avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Je vais le tuer. C'est probablement ça. Et ça, je ne sais pas. Il ne parle pas du tout dans le plan de continuité d'activité. Mais je pourrais en faire un élément central de la défense parce que maintenant, tout d'un coup, si on parle de crime passionnel, en essayant de faire requalifier le meurtre en homicide volontaire ou en homicide par imprudence, alors là, on a une preuve qui montre qu'on sait qu'elle était en colère contre lui et donc qu'une dispute a éclaté. C'est là que le crime passionnel intervient, ce qui pourrait être central. Des questions de recevabilité des preuves peuvent se poser. Est-ce du oui-dire? La mère est morte. Elle n'est plus en mesure de venir témoigner. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon collègue. Un collègue explique au tribunal qu'il tente de prouver la véracité de l'affirmation, ce qui correspond au oui-dire. Il pourrait donc l'écarter. Il pourrait donc y avoir des requêtes préalables au procès pour exclure ce type de témoignage. Alors, parlons de ce qui s'est passé ensuite. La police affirme que Yates, d'une manière glaçante, a avoué avoir tué sa mère. L'affidavit précise qu'il a avoué avoir frappé sa mère à la gorge, rendant son visage bleu. Lors de la confrontation, elle est tombée en arrière, heurtant sa tête contre le cadre de lit en métal, puis à droite contre un grand coffre en bois. Les enquêteurs affirment que Yates leur a dit que Cheryl est restée silencieuse après s'être effondrée, qu'il l'a mise dans une boîte en bois, laissée là toute la nuit, puis, le 4 octobre, il a roulé la boîte jusqu'au brasero du jardin et y a mis le feu. L'affidavit précise qu'il a mis sa mère dans le brasero, encore dans la boîte en bois, et utilisé des portes recyclées comme clôture pour la brûler. Monsieur Yates a déclaré avoir entretenu le feu presque toute la journée de samedi. Pendant ce temps, les deux personnes qui avaient récemment emménagé dans cette maison ont raconté une histoire très différente à la police. Et nous allons entrer dans ces détails dans un instant. Mais André, je me demande toujours, comment les procureurs, comment les enquêteurs, est-ce qu'ils prennent tout cela pour argent comptant? Je veux dire, c'est très précis ce qui serait soi-disant arrivé. Tu te dis aussi, mon Dieu, c'est soi-disant ce que le suspect a dit. Est-ce qu'ils y croient les vraiment? Est-ce qu'ils le corroborent? S'il admet une telle précision, est-ce que ça doit forcément être vrai? Parle-moi de ça. Il ferait mieux de ne pas le prendre pour argent comptant, parce que je vais te dire ce que je fais en tant qu'avocat de la défense. S'ils ne font pas de prélèvement acide désoxyribonucléique sur ce coffre, ou peu importe son nom dans le cadre du lit, ou s'ils ne l'examinent pas pour vérifier s'il y a quelque chose, s'il y a des traces de sang, s'ils ne font pas de sérologie sur ces zones, sur le sol et partout ailleurs, pour voir si son histoire tient la route ou pas. Parce que, encore une fois, je vise l'homicide volontaire ou l'homicide par imprudence. Et si son histoire s'avère vraie,
alors vous pourriez vraiment avoir une chance d'obtenir ce genre de verdict. Mais si vous, les policiers, les forces de l'ordre, ne faites pas ces choses-là, alors là, on en profite du côté de la défense. Vous n'avez pas fait ça, n'est-ce pas? Vous auriez dû le faire, non? Ah, et c'était une erreur. Et le jury méritait d'entendre ce genre de témoignage. Et vous essayez d'énerver le jury à propos d'une enquête inappropriée, si vous le pouvez, si c'est possible. Revenons donc à ces deux personnes qui venaient d'emménager. J'ai dit que la police rapporte que Yates a déclaré avoir été avec des amis à un kiosque Kroger pour vendre le téléphone de sa mère le 3 octobre. Mais selon l'affidavit, ces deux personnes ont affirmé n'être jamais allées avec Yates à un kiosque Kroger et qu'il avait passé la journée après la disparition de Cheryl à nettoyer, laver les draps, faire des courses et payer principalement en espèces. Le shérif adjoint des ressources humaines indique aussi que plus tard, les amis ont dit aux enquêteurs que Yates les avait rappelés le 30 septembre pour leur dire que sa mère déménageait et qu'ils devaient savoir avant le 3 octobre s'ils voulaient emménager. André, nous avons évoqué la possibilité d'un homicide involontaire plutôt qu'un meurtre, non? Ce type de détail complique-t-il les choses? J'ai déjà vu des affaires où quelqu'un paraît et ça semble très grave. Ils ont tout fait pour nettoyer la scène du crime et éviter d'être attrapés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont assassiné quelqu'un de sang-froid. Une personne a peut-être été tuée accidentellement, le corps caché dans la panique. Ce serait un homicide involontaire. Mais cela soulève beaucoup de questions sur la nature sadique de ces accusations, n'est-ce pas? Si quelqu'un est capable de faire ça et de le cacher concernant sa propre mère, est-ce exagéré pour un jury de croire? Attendez une seconde, je crois ce type, hein, s'il peut faire ça, peut-être qu'il a vraiment tué sa mère et que ce n'était pas juste un acte commis sous le coup de l'émotion. Oui, je pense que c'est très blessant qu'il sorte dépenser de l'argent et en quelque sorte, on se fait l'image dans sa tête de ce genre de gamin paresseux, un vaurien, qui traîne dans cette maison. Et c'est peut-être ainsi que je le présenterai en tant que procureur. Et dès qu'elle meurt, est-ce qu'il pleure à propos de cet accident qui s'est produit dans un moment de passion? Est-ce qu'il est bouleversé? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il fait venir ces deux personnes et il sort leur acheter des dîners et des choses comme ça. Ça ne donne pas une bonne image de Nick, qu'il soit encore dehors à dépenser de l'argent, à gâter un peu ses deux amis, qu'il fait ensuite venir. Je veux dire, on dirait presque que c'est un plan. Si ma mère ne part pas, car elle a dit qu'elle partirait et il ne voulait pas rester seul. Si ma mère ne part pas, alors je vais la tuer, je vais prendre son argent et je vais le dépenser pour mes amis avec qui je vais emménager. Et cela rend cet argument de tentative, ou pardon, l'argument d'homicide volontaire, l'argument de crime passionnel très très difficile. C'est simplement une autre mine à éviter durant le procès. Au fait, est-ce que c'est un cas où il devrait témoigner pour expliquer tout ça? Tu sais, Larry Posner est le roi du contre-interrogatoire et des tactiques de procès, et il ne veut jamais mettre son client à la barre. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne voudrais pas non plus le mettre à la barre. Il a déjà sabordé sa défense avec ses déclarations à la police. C'est son choix et son droit constitutionnel, et pour chaque client que j'emmène au procès, on se prépare ensemble au cas où il devrait témoigner, mais je doute que ce soit judicieux. Question juridique. Le 7 octobre, les procureurs l'ont inculpé pour meurtre, avec circonstances aggravantes. Il a plaidé non coupable et reste détenu sans caution. Les dossiers indiquent qu'il doit revenir au tribunal en janvier pour une conférence préparatoire, avant un procès devant jury en février. Pourquoi meurtre aggravé? Eh bien, le meurtre avec circonstances aggravantes, nous, les avocats de la défense, nous détestons ça parce que c'est lorsqu'une personne meurt pendant la commission d'un crime. Si quelqu'un meurt pendant un crime, que vous ayez voulu le tuer ou non, cela n'a aucune importance. C'est quand même considéré comme un meurtre avec circonstances aggravantes. C'est une sorte de solution de contournement pour les procureurs lorsqu'ils craignent de ne pas pouvoir prouver l'intention. Je ne suis pas vraiment sûr de quel crime il pense qu'il a commis, donc ce serait normalement quelque chose à préciser. Ce serait peut-être une agression, un facteur aggravant, non? Ça pourrait l'être, mais ça pourrait aussi, d'un point de vue juridique, faire partie d'un élément sous-jacent du crime. Et donc, peut-être pas, tu ne peux peut-être pas utiliser le meurtre qualifié pour ça. Mais tu sais, généralement, juste pour que tout le monde le sache, par exemple, si tu es le chauffeur lors d'un braquage à main armée et que personne ne s'attendait à ce que quelqu'un meure, et que quelqu'un meurt alors que tu n'y es pour rien, c'est un meurtre qualifié. C'est l'exemple classique. Ou si tu kidnappes quelqu'un et disons que tu sais, tu le mets dans une boîte pour le cacher et il meurt. Tu sais, tu n'avais peut-être pas l'intention qu'il meure, mais pendant l'enlèvement, il meurt. C'est un meurtre qualifié.
L'idée qu'un procès soit fixé pour février semble assez rapide. Tu as mentionné le droit à un procès rapide. Penses-tu que ce calendrier est correct d'abord? Tu crois vraiment que ça restera fixé en février? Probablement pas. La plupart des avocats n'invoqueront pas le droit à un procès rapide simplement parce qu'ils ne sont généralement pas prêts à aller aussi vite. Je vais te dire, dans une telle affaire, il faut tout essayer et casser le rythme du procureur. Et un procès rapide, c'est la façon de faire. C'est facile de refaire le match après coup, ou dans ce cas, ce serait plutôt refaire le match du samedi matin. Mais ça pourrait être un moyen de casser le rythme du procureur et aussi de le pousser à se dire « Mince, je ne vais pas être prêt en tant que procureur et je ne veux pas le relâcher. » Parce que l'une des solutions, si le procureur n'est pas prêt dans les 70 jours, c'est de libérer le prévenu. Et donc, ça pourrait t'amener à dire « Eh, je suis procureur, je ne vais pas être prêt. » Oui, je suis prêt à parler d'homicide volontaire, mais tout cela est peu probable. Il est plus probable que le procureur considère cela comme une grosse affaire. C'est à la une. Le procès aura lieu dans 70 jours. Pourtant, ça pourrait être, du côté de la défense, la décision la plus intelligente à prendre. C'est une affaire troublante et difficile pour la défense, vu les preuves présumées. Merci d'avoir tout expliqué et imaginé la suite. André Baldwin, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Ravi de vous voir, Jesse, merci. Mais c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. On se retrouve la prochaine fois.